choix, mais c'est par un jeune homme un peu gras, coiffé d'un bonnet de velours que j'ai envie de commencer. Ils étaient une centaine, bien alignés le long des murs de la salle du Grand Conseil, mais lui, avec son menton plié en deux comme une paire de fesses délicatement assises sur un col de dentelle, son front jaune trop verni et son petit air de chef-d'œuvre, il m'avait tout de suite agacé. Il paierait le premier. Je traversais la salle du Grand Conseil, toute sculptée, toute dorée, magnifique, comme le reste, comme tout le reste, dehors, dedans, en haut, en bas, partout. L'air, le ciel, les rues, les églises, les maisons, les palais, les barques, les canaux, les ponts en pierre, en bois, en marbre, mais magnifique, magnifique. Sans compter l'eau, qui redouble tout ça, qui dédouble le tout pour rattraper ceux à qui ça aurait pu échapper. Ceux qui tenteraient de s'échapper de la magnifique beauté d'Othello City, l'eau la leur rebalance encore un coup. À Venise, avec la flotte, tout est magnifique deux fois. On n'y coupe pas. Je me suis approchée de lui comme les autres, émue devant la perfection, la bouche entr'ouverte, prête à soupirer, admirative, l'œil agrandi par son élégance. J'avançais, planquant ma haine au mieux, parce que cette fois il ne m'aurait pas. Ni lui, ni ses sublimes copains, ni la place Saint-Marc, ni le Rialto, ni la Fenice, ni les pigeons, la Trattoria Pesaro, le Palais Palpi, ni les rats, qui ici finissent par être séduisants, tant ils sont pollués par le charme des vierges à l'enfant qui bordent partout les égouts. Ma main ne tremblait pas, du tout. J'avais tout de même mis un gant par précaution. Elle aurait pu succomber à la douceur de son regard, fondre, s'amollir, irradiée par sa fraîche beauté. Mais je lui avais mis une combinaison de plomb à ma main. Elle ne tremblait pas, au contraire. Et puis à faire. Vas-y, d'un seul coup, je lui fichais mon rasoir sous l'œil et poussant vers le bas, je lui découpais la joue, puis le cou, puis je recommençais vers le nez que je tronçonnais en lamelles. Tailladé à Véronèse à 3h de l'après-midi au cœur du palais des Doges. Le voir se fendre, se casser, se cornir comme un vieux hareng. Mais quel délice! Quel air pur soudain! Et puis continuer avec 2 tournevis sur les Tiepolo et les Titiens, arracher la trogne douceâtre de Saint-Jean et celle édentée de Luc l'Évangéliste, déglinguer un triptyque, couper les fesses énormes des grâces qui se pavanent devant Mercure, et s'apercevoir à 7h du soir qu'il ne vous reste plus qu'à taillader une grande fresque du Tintoret pour que l'endroit soit désormais totalement inoffensif, sans risque. Plus de danger qu'il vous colle l'extase, l'ivresse du Quattrocento, la griserie des chefs-d'œuvre qui vous bouleversent la composition sanguine et vous exagèrent l'essence. Parce que quoi? Georges quoi? Il avait juste une petite pendaison pour moi, une fierté de la verge, un élan, une chaleur des reins, pas plus. Seulement, dans cette confiture de splendeur, ça vous apparaît comme de l'amour. Et vous aimez. Vous aimez. Vous aimez, le cœur mis en apesanteur par le charme toxique des mosaïques, tandis que les perfides sonorités des campaniles à la tombée du jour transforment petit à petit le type insignifiant qui vous tient la main en quelque chose de proche de l'idéal. Sans compter les gondoles. Alors, les gondoles, je les ai toutes coulées. Et les gondoles dont la danse imbécile vous multiplie tout à fait anormalement le sentiment. Parce qu'il était insignifiant, Georges. Oui, vraiment. Hein. Médiocre, piteux, quelconque. Et
ces angelots en stuc qui lui donnaient un sourire si doux, croyez-moi, ils ont giclé. Le palais des Doges s'est effondré vers 23h, entraînant la tour de l'horloge qui, dans sa chute, a réduit en poussière la basilique Saint-Marc. De la chance. Tout de suite après, j'ai attaqué à la masse une dizaine de partis byzantins. À minuit, l'arche brisée par la dégringolade de 6 apôtres en bronze, le pont des soupirs se noyait, dégageant par une grille des souvenirs malodorants. À l'aube, le feu cramait la rive gauche du Grand Canal. L'église de la Salute péta d'un coup. Boum. Trop de somptuosité accumulée dégage probablement un gaz. Au matin, l'Est, le Sud et l'extrême Nord agonisaient. Mais rien n'était gagné. Les palais Rezzonico, Grassi et Dandolo étaient toujours bien vivants, beaux comme la peste, se fardant tranquillement la façade avec la levée du soleil. Odieuse mascarade. Ah, il ne fallait pas traîner. 2 jours pour détruire Venise, c'est juste. Ciré même. Je devais la garrotter très vite, avant qu'elle ait le temps de réagir, de séduire, de tromper, de m'avoir à nouveau. Tuer Georges, bien sûr, aurait été plus facile. Quant à notre retour d'Italie, il m'a quitté pour cette jeune femme rousse qui ressemblait à un dindon. J'ai hésité, j'ai même acheté un revolver. Pan ! Une balle en dessous de ses gros sourcils noirs, en 10 secondes, tout était réglé. Mais finalement, j'ai opté pour le massacre de Venise. La zigouillée. C'était elle, la garce, le poison, pas ce pauvre branlotin qu'elle avait déguisé en amour fou. J'ai pris le train un lundi soir. Jeudi matin, le délicieux hôtel d'Agnelli, dont la grâce vénéneuse avait pendant 3 nuits donné à Georges les traits de l'homme de ma vie, terminait de s'enfoncer dans la vase. Venise était rasée. Aujourd'hui, il ne reste que la lagune et la mer. Pourtant, soyez tout de même prudents, n'y amenez personne. On dit qu'il y a encore risque de charme dans la région pendant au moins 30 ans.